Bonjour, aujourd'hui on va parler des archées. Est-ce que vous savez ce que c'est une archée? Alors si vous le savez déjà, eh bien félicitations et restez un peu. Sinon, eh ben c'est pas grave, la vidéo est là pour vous expliquer. Alors les archées, qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de micro-organismes prokaryotes, très anciens, et qui diffèrent justement énormément des bactéries, contrairement à ce qu'elles laissent supposer. Ces micro-organismes sont même à mi-chemin entre les bactéries, qu'on a vu précédemment, et les eucaryotes, tels que nous ou d'autres organismes que nous verrons un peu plus tard. Le domaine archéen constitue la troisième branche du vivant, aux côtés des bactéries et des eucaryotes. Pendant longtemps, tous les micro-organismes prokaryotes étaient regroupés sous le nom de bactéries, un terme qui a été utilisé par Ehrenberg en 1838. Et depuis ce jour, eh bien, on a considéré qu'il n'y avait que deux domaines du vivant, les prokaryotes, les sans noyau, et les eucaryotes, avec noyau. Puis vint Carl Woese. Grâce à son travail et à celui de ses collègues, à la fin des années 70, il a été décrit, découvert et admis qu'il y avait un troisième domaine du vivant, découverte consolidée par la suite par Woese, ses équipes et bien d'autres chercheurs. Pour la description de ce troisième domaine du vivant, Carl Woese s'est appuyé sur les caractéristiques de la RNR 16S. Bien qu'à l'origine décrit comme des extrémophiles, des organismes qui se développent dans des milieux inhospitaliers, tels que les abysses, des lacs acides, des milieux à haute température et à bas pH, ces organismes ont ensuite été décrits un peu partout, certes dans les milieux extrêmes, mais aussi dans les sols, dans les océans, mais aussi vivant à l'intérieur d'autres organismes, tels que nous, à côté des bactéries, des champignons et de bien d'autres micro-organismes. Justement, on va voir un peu ce que c'est une archée et voir quelles sont les différences et les points communs avec les bactéries et avec nous. Beaucoup d'archées à l'origine étaient décrits comme des bactéries. Néanmoins, même s'il n'y avait aucune connaissance de ce domaine du vivant, leur action sur notre environnement a été décrite de nombreuses fois. Les Romains décrivaient l'émission de gaz inflammables dans les marais, tandis que les marais salants, avec leur couleur rose, sont le résultat d'archées halophiles. Non, pas celui-là. Ceux qui aiment le sel. Quoique vu l'état de la communauté en ce moment, c'est un peu pareil. Les choses vont commencer à bouger dans les années 70 avec les travaux de Kate et collègues au niveau de la membrane cellulaire et de leur constitution lipidique. En effet, ces derniers vont découvrir qu'il y a une différence au niveau de la constitution, le glycérol 1-phosphate des membranes remplaçant le glycérol 3-phosphate que l'on trouve habituellement chez les bactéries, ainsi que des ponts éthers au lieu des ponts esters que l'on trouve habituellement chez les bactéries. Je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce que t'es vraiment qu'un gros nul? Oui, et aussi parce que c'est très chiant. La conclusion que Kate et collègues en ont tirée, c'est qu'on a des organismes qui se ressemblent énormément, mais qui ont des composés cellulaires différents. Or, le SN3-phosphate et le pont ester des bactéries sont des choses que l'on retrouve chez quasiment toutes les bactéries. Le fait qu'il y ait une différence veut dire qu'il y avait peut-être quelque chose de très important sous-jacent à ces résultats. Et c'est maintenant que vient Carl Woese. Donc Carl Woese, je vous en ai parlé un petit peu avant, il y aura sûrement un épisode dédié à lui bien plus tard, mais on va faire un petit rappel et on va décrire un petit peu plus la logique derrière ce qu'il a fait. Puisque tous les micro-organismes ont de la RNR 16S, le fait que ces gènes vont être très stables va faire que leur mutation va prendre énormément de temps, et il va donc s'en servir comme chronomètre moléculaire pour dater l'évolution d'un spécimen par rapport à un autre. Il va donc se servir de la RNR 16S comme on se servirait d'empreintes digitales pour identifier les personnes. Habile. Une fois obtenus ces résultats, Woese, en les analysant, se rend compte qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange. Il y avait un troisième embranchement dans l'arbre du vivant, un groupe d'organismes qui partageaient des 16S très différents des bactéries, mais qui se regroupaient quand même en un cluster, qui sera donc plus tard appelé les archées. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Et il va appeler ce troisième groupe des archébactéries, des anciennes bactéries, dû au résultat qu'il a obtenu, qui montre une division très ancienne, en opposition aux eubactéries, ce qui signifie vraies bactéries, qui fait référence aux bactéries que nous pouvons rencontrer un peu tous les jours. Notons également que la plupart des archées qu'il a identifiées à cette époque-là étaient des extrémophiles, et c'est en partie à cause de ça que l'on a souvent pensé que les archées étaient toutes extrémophiles. Et vous allez voir, ce n'est pas tout à fait le cas. La classification a été ensuite confirmée en 1990 par Woese, Kaempfer et Willis pour donner naissance aux trois domaines du vivant, les bactéries, les archées et les eucaryotes. Alors quand on voit ça, on peut se dire que la communauté scientifique a accueilli ça avec bienveillance, qu'elle était vraiment enjouée de voir tout ça et de se dire qu'il y avait de nouvelles portes à ouvrir. Sauf que certains se sont plutôt dit... Faut toujours que vous veniez foutre votre merde, moi. Après ces découvertes, il s'en est suivi une tripotée de nouvelles recherches sur les archées. Au début, ça a commencé par des thermoplasmata et des sulfolobus, des organismes qui ont une petite tendance à se développer aux alentours des 55-80 degrés, un petit peu thermophiles donc. Puis les progrès ont avancé en recherche et on a pu définir des phyla, tels que les crenarchées ou les tomarchées. Les résultats ont montré que les bactéries et les archées se sont séparés très tôt dans l'arbre du vivant d'un ancêtre unique appelé progénote, ce progénote étant très proche de la racine de l'arbre du vivant. Au niveau des particularités des archées et des différences qu'elles ont avec les bactéries, ça saute peut-être pas tout de suite aux yeux. Alors en effet, comme les bactéries, elles sont prokaryotes, comme les bactéries, elles se reproduisent par scissiparité, et c'est vrai que dans l'ensemble, elles ressemblent à des bactéries. De plus, les aspects de biologie moléculaire bactérien
tels qu'on les a vus un petit peu avant et dont on verra plus les détails dans un autre épisode, se retrouvent chez les archées, tels que l'absence de membrane nucléaire, d'où le fait qu'ils soient prokaryotes, et le couplage de la transcription et de la traduction. Alors, transcription et traduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, toutes les cellules ont de l'ADN. Cet ADN va être transcrit en ARN, d'où la transcription, et cet ARN va être traduit en protéines. C'est la traduction. C'est un mécanisme très simple, mais que l'on retrouve chez tous les domaines du vivant. C'est ce qu'on appelle le dogme de la biologie moléculaire. Et il s'applique chez les eucaryotes, les archées et les bactéries. Néanmoins, archées et bactéries font les étapes de transcription et de traduction dans le même espace, comme ils n'ont pas de noyau pour séparer l'ADN du reste de la cellule, contrairement aux eucaryotes. Chez les eucaryotes, brièvement, on verra ça dans l'épisode d'après, les étapes de transcription se font à l'intérieur du noyau, ce qui permet à l'ARN de quitter le noyau et d'être traduit dans le cytoplasme. Ça c'était pour un petit à côté, mais on verra ça dans un prochain épisode. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs entre archées et bactéries. Certaines molécules présentes chez les archées sont très semblables aux eucaryotes, ainsi que certains mécanismes dans la transcription et la réplication de l'ADN. Comme dit dans l'intro, la membrane lipidique des archées est un peu différente de celle des bactéries. Enfin, en plus d'une différence dans la composition des lipides, il y a également une différence dans la composition de la paroi. Les archées ont ce qu'on appelle une couche S, ou en anglais S-layer, ou si vous le dites un peu vite, Slayer. Chez les archées, la S-layer, c'est un polymère de protéines de surface synthétisé dans le cytoplasme et exporté au niveau de la paroi sous forme de monomères. Ces monomères vont être assemblés en polymères allant de 1 à 6 sous-unités, avec quelques exemples que vous pouvez voir apparaître ici. La principale fonction de la couche S ou S-layer, eh bien c'est très simple, c'est une forme de protection supplémentaire pour la cellule, ça aide également au maintien de celle-ci, et ça permet à la paroi d'agir comme un piège à ions, ça permet plus facilement de piéger de petites molécules. Au niveau de leur mode de vie, les archées sont assez semblables aux bactéries. On les pensait au début entièrement extrémophiles, mais on s'est rendu compte qu'elles vivaient un peu partout. En 2012, près de 8000 séquences de 16S ont été déposées dans les banques de données. Malheureusement, la plupart de ces séquences sont ce qu'on appelle des divisions candidates. Rappelez-vous l'épisode d'avant. En gros, retenez qu'une division candidate, c'est quelque chose qui n'a pas encore été cultivé. Au niveau de leur abondance, les archées ont été estimées à 60 à 80% des populations microbiennes dans certains environnements. Il est même estimé que 10 puissance 28 cellules d'archées sont présentes sous l'océan. Ça fait beaucoup de monde. Sous l'océan. On se sert des archées pour beaucoup de types d'études. On peut faire de la microbiologie fondamentale, l'étude des mécanismes de base, on peut aussi travailler sur les archées pour des raisons biotechnologiques. Rappelez-vous l'attaque polymérase de la PCR dans l'épisode d'avant, eh bien on a d'autres polymérases qui proviennent des archées, telles que la PWO de Pyrococcus vesei, nommée en référence à Carl Woese, la PFU de Pyrococcus furiosus, avec un nom pareil je vous laisse deviner les optimums de température, et la VENT de Pterococcus littoralis, plus tout un tas d'autres enzymes qui sont utilisées pour, par exemple, le séquençage. On peut également se servir des psychrophiles, des organismes qui poussent qu'à très basse température. Une des applications à ça, eh bien c'est très simple, c'est des enzymes qui sont actives à des températures très froides, telles que des enzymes que l'on peut utiliser dans les lessives pour les lavages à froid. Quant aux halophiles, ils sont utilisés par exemple pour la production de sauce thaï, c'est eux qui sont responsables de la macération de cette sauce. On utilise également les archées pour la production de biogaz, le méthane par exemple, produit par les méthanogènes, des archées anaérobies qui vont produire ce gaz à effet de serre très puissant. Gaz à effet de serre très puissant qui a justement un impact sur notre écosystème. L'étude de ces méthanogènes est donc également mise à profit pour des études environnementales. C'est un autre exemple de pourquoi les archées sont intéressants à étudier, et de 2, relativement importants pour notre environnement. Comme les archées sont des micro-organismes qui sont beaucoup étudiés par la communauté scientifique, il y a eu beaucoup de progrès faits depuis les années 90, avec par exemple la confirmation de 5 phyla, les Crenarchaeota, les Euryarchaeota, les Corarchaeota, les Nanoarchaeota et les Tomarchaeota. Il y a également beaucoup de phyla candidats, tout comme les divisions candidates, ce sont des phyla qui n'ont pas de représentants cultivés en laboratoire. Il y a par exemple le superphylum des Dépanes. Un superphylum c'est un regroupement de plusieurs phyla, et qui comprend les Diaphétorites, les Parvarchaeota, les Enigmarchaeota, les Nanoarchaeota et les Nanohaloarchaeota. On peut aussi avoir des noms un peu plus exotiques, ou plus nordiques, comme les Asgardiens. Alors oui, laissez-moi vous raconter l'histoire des Asgardiens. Si vous êtes fan de Marvel ou de mythologie nordique, vous devez savoir de quoi je parle, et vous devez vous demander sur quel genre de chaîne vous êtes tombé. Mais on est toujours dans la microbiologie. Mais en gros, les Asgardiens, c'est quoi? Ça fait référence aux dieux nordiques. L'origine du nom de phylum des Asgardiens, eh bien, elle vient tout simplement d'un point chaud, ou plutôt d'une source hydrothermale sous-marine, appelée le château de Loki, qui se situe près de l'Antarctique. Cette source hydrothermale se situe à plus de 2 km de profondeur, donc beaucoup de pression, et évacue de l'eau qui est chauffée jusqu'à 300 degrés. Extrémophile, tout ça. Sauf que, évidemment, un microbiologiste, quand ça voit un échantillon, ça le séquence. C'est la différence entre le bon et le mauvais microbiologiste. Le mauvais microbiologiste, il voit un échantillon et il le séquence. Le bon microbiologiste, c'est pas pareil. Il prend un échantillon, puis il le séquence. Mais c'est pas pareil, c'est le bon microbiologiste.
C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Enfin bref, en analysant ces sédiments, ils ont trouvé de nombreux nouveaux embranchements archéens. Et les résultats de cette expédition, exécutée en 2010, ont été publiés en 2012-2013. Sauf que cet embranchement archéen, faut bien lui donner un nom. Et en 2015, l'université d'Uppsala, en Suède, propose le nom des Loki Archaeota, puisqu'après tout, ce sont des archées qui ont été analysées et découvertes au niveau du château de Loki. Ça fait sens. Mais la référence ne s'arrête pas là. En analysant les résultats et leur séparation par l'arbre du vivant, ils se sont rendus compte que la divergence de ces archées avec les eucaryotes était vraiment très proche, très proche. C'est-à-dire que bien que ce sont des organismes prokaryotes et des archées, ils partagent énormément de points communs avec les eucaryotes, démontrant une relation très proche avec un ancêtre commun entre les archées et les eucaryotes. Et cette ambiguïté n'a fait que confirmer l'origine du nom de Loki, dieu nordique, des mensonges, de la trahison et des ambroglios un peu bizarres. C'est donc à la fois une localisation et un débat sur leur division sur l'arbre du vivant qui a donné leur nom à ces organismes. Mais l'histoire de ces Asgardiens ne s'arrête pas là. En 2016, une équipe texane, pourquoi pas, séquence des sédiments de White Oak River, une rivière qui se trouve en Caroline du Nord. Ils se rendent compte qu'il y a un embranchement d'archées qui est très proche des Loki Archaeota, mais suffisamment différent pour ne pas être tout à fait des Loki Archaeota. C'est là qu'ils vont leur donner le nom de Thor Archaeota, en référence à Thor. On a donc deux micro-organismes qui se situent dans un même phylum, et ce phylum sera donc nommé les Asgardiens. Il se verra un peu plus tard complété par les Odan Archaeota et les Heimdall Archaeota. Alors c'est vrai qu'au niveau des noms, on se rend compte que les microbiologistes se sont lâchés, mais d'un autre côté, ce sont des noms qui sont très informatifs. On sait que si on a un Heimdall Archaeota ou un Odin Archaeota, on va avoir un micro-organisme du phylum des Asgardiens. C'est donc une source d'information. Et d'un autre côté, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça sur ces micro-organismes. Du coup, les microbiologistes, ils se lâchent. Je vous ai parlé de Beowulf et des dragons. Néanmoins, ces micro-organismes, même s'ils ont un nom un peu marrant, sont vraiment très importants pour l'étude non seulement des archées, mais de la vie en elle-même. En raison de leur proximité avec les eucaryotes, il est très intéressant de voir comment l'évolution s'est faite d'une cellule prokaryote à une cellule eucaryote, de savoir quels ont été les mécanismes qui ont été conservés, et de voir ainsi comment la vie a pu apparaître et évoluer sur Terre. Sur Terre, mais pas seulement sur Terre, sur d'autres planètes. Ce sont donc de sujets d'études intéressants non seulement pour l'évolution, mais également pour l'exobiologie en général. En conclusion, les archées sont le plus récent des trois domaines de la vie qui ont été analysés, étudiés et identifiés. Et ce, même si leur impact sur nos vies est quand même considérable. Non seulement ils sont très proches de nous, ce qui on pourrait en faire des très proches parents, mais également par leur impact sur nos vies, par l'environnement. Je vous ai parlé des méthanogènes, qui émettent énormément de méthane qui se retrouve rejeté dans l'atmosphère, qui exerce un effet de serre et qui va donc chauffer. Leur mode de vie à l'origine a été décrit comme extrémophile, puis au fur et à mesure des résultats, on s'est rendu compte qu'elles habitent un peu partout. Néanmoins, quand on parle d'archées ou d'archéa, peu de gens en dehors du domaine scientifique savent vraiment de quoi il s'agit. Ceci est probablement dû au fait que parmi toutes les archées qui ont été identifiées, aucune pour le moment n'a été décrite comme étant pathogène. Les techniques de recherche actuelles, que ce soit en physiologie, en biologie, en biochimie ou en génomique, nous permettent d'en apprendre chaque jour plus sur ces organismes qui sont extrêmement anciens, et ils nous permettent également d'en apprendre plus sur l'origine de la vie sur Terre et la possibilité de vie sur d'autres planètes. Donc voilà, c'est ça les archées, en gros. Des organismes qui ressemblent à des bactéries, mais qui sont un grand domaine de la vie à part entière, et qui sont assez proches des eucaryotes, genre les protozoaires et tout ça. Ça, on verra ça plus tard. Je vous remercie d'avoir suivi ce deuxième épisode de la chaîne, n'hésitez pas à liker si vous l'avez aimé, à commenter et à vous abonner, et surtout n'hésitez pas à le partager, c'est ce qui est le plus important. L'idée de ces vidéos, c'est vraiment de partager la microbiologie à des gens qui ne sont pas microbiologistes. Je vous remercie de votre attention, et puis moi je vous dis à la prochaine.